Dans cette vidéo, je voudrais aborder l'affaire Epstein sous un angle différent, loin du sensationnel. En tant que citoyenne engagée depuis 27 ans dans la protection de l'enfance et membre de l'association Innocence en danger depuis sa création. Je vais partager mon expérience de terrain, expliquer pourquoi ces révélations aujourd'hui provoquent un choc collectif, décrypter les mécanismes qui permettent à ces réseaux d'exister, de perdurer bien cachés et surtout proposer une manière lucide et souveraine d'accueillir ces informations sans se laisser consumer par la colère, la peur ou la sidération. Tout ce qui défraie la chronique aujourd'hui, ce qui arrive à la conscience du grand public, est pour beaucoup un tsunami. Je le vois bien autour de moi, même de proches que j'ai pourtant sensibilisés au sujet. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Parce que c'est indicible, insupportable, inentendable. C'est ce à quoi l'association se confronte depuis 27 ans. C'est ce qui rend si difficile la collecte de fonds sur cette cause-là, la lutte contre la pédocriminalité. Forcément, ceux qui ouvrent les yeux aujourd'hui, qui prennent conscience du contenu de ces dossiers, de cette affaire Epstein, sont choqués, bouleversés, écœurés, en colère, en révolte. Et l'angle que je veux aborder ici, c'est cet état émotionnel. Comment il risque d'alimenter précisément ce qu'on veut voir cesser, comment il fait contre-emploi et surtout comment faire pour dépasser ça et se préserver. Reste jusqu'à la fin pour savoir comment je propose d'aborder ces révélations d'une manière constructive et écologique pour se préserver, parce que d'abord, je suis obligée de faire un petit détour, un peu d'histoire pour se replacer dans le contexte. Et parce que je pense qu'on est légitime pour faire des recommandations quand on a soi-même expérimenté le chemin. Donc, je vais parler de ce chemin. Petit retour en arrière. En janvier 1999, j'ai fait la connaissance d'Omera Sellier, une femme engagée dans la protection de l'enfance qui était invitée à participer à une conférence mondiale organisée par l'UNESCO à la suite du démantèlement d'un réseau pédophile international qui s'échangeait des images de viol d'enfants par Internet. Alors, pas des images d'intelligence artificielle, évidemment, je crois que c'était en 1997 ce démantèlement, des images, des photos, des vidéos d'enfants, des images de crimes commis sur des enfants, de vrais enfants. À l'issue de cette conférence, le directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor, a lancé un mouvement mondial de citoyens pour protéger l'innocence en danger et il a nommé Omera Sellier pour conduire ses actions. Et moi, j'ai fait sa connaissance à ce moment-là. Alors, j'avoue que j'ai pris une énorme claque de découvrir à ce moment-là qu'il y a des êtres humains qui violent des enfants, parfois même des nourrissons. Pardon de choquer, mais ça existe. Et c'est cette déflagration que j'ai vécue il y a 27 ans et que beaucoup vivent aujourd'hui. Alors face à ça, deux solutions, déni ou action. Refuser l'inacceptable, fermer les écoutilles, retourner à ma vie de jeune maman trentenaire ou il faut arrêter ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et évidemment, c'est ce que j'ai choisi sans hésiter. Je ne vais pas raconter tout le travail fait, ça mériterait une vidéo à part entière, commencer par comprendre les enjeux, les acteurs, les moyens utilisés, les moyens de l'État pour lutter, toujours sous-calibrés, les lois, ce qu'on a réussi à obtenir comme évolution avec notre mobilisation, donc la prolongation du délai de prescription de 2 fois 10 ans, les dossiers poussés, médiatisés en se portant partie civile. Et sur les séjours de reconstruction pour les victimes, j'ai déjà fait des interviews sur le sujet. Je mets les liens, une interview de François et une interview par Mika Denisso sur nos séjours de résilience pour les victimes, de réparation en quelque sorte. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je sais depuis longtemps que des réseaux organisés violent, détruisent, tuent des enfants derrière des façades irréprochables. Et je le sais par la rencontre des victimes, par leurs récits, par des dossiers solides, des témoignages, des familles ou des toutes jeunes femmes brisées à vie que j'ai rencontrées, écoutées, soutenues, aidées, et puis par des parcours de résilience que j'ai accompagnés. Donc je peux témoigner que ça existe vraiment, et si toi tu le découvres aujourd'hui, je comprends ce que tu ressens,
et je vais te proposer mon approche pour gérer ce passage. Alors, des détails sordides, j'en ai eu, merci, je les garde pour moi. Des scènes qui ont hanté mes nuits. N'essaye même pas d'imaginer, de visualiser ce qu'on te décrit dans les dossiers, ça ne sert à rien. Et pendant toutes ces années, j'ai vécu avec la frustration de savoir, d'alerter, de dénoncer sans voir de réelles actions prises. Alors, des rustines parfois pour calmer le public ou les associations, des tables rondes interministérielles, des visites de service. J'ai même un conseiller au ministère de l'Intérieur qui m'a dit, dans un beau bureau place Beauvau, un jour il me dit textuellement « Les réseaux pédophiles n'existent pas, ce sont des fantasmes d'associations ». Alors que le livre de la honte, les réseaux pédophiles, était déjà sorti. Alors j'entends encore cette phrase, je revois le visage de ce monsieur, me dire ça très sérieusement, il y a 23 ou 24 ans, et il ne pouvait pas ne pas savoir tout ce que nous, associations, nous savions par les recoupements des dossiers de victimes, voilà, tout ce que nous avions à l'époque. C'est intéressant qu'il ait utilisé ce terme de fantasme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il m'aurait dit thèse de complotiste, certainement. Finalement, le mécanisme est le même, c'est le mot qui change, mais on voit bien aujourd'hui que tout a été fait pour que le dossier Epstein ne sorte pas. Les dossiers, en général, c'est poussif. Le film Sound of Freedom, on a tout fait pour qu'il ne sorte pas ou qu'il ne soit pas vu, qu'il ne soit pas médiatisé, pour le critiquer, etc. Le film Les Survivantes, fantastique témoignage de femmes, c'est pareil. Et pourtant, quel courage de témoigner de tel vécu. Si tu n'as pas vu ce film et que tu t'intéresses au sujet, c'est vraiment un très très beau film. Et c'est de ce que ces femmes ont vécu, et c'est de ça dont on parle. Mais là, cette fois, eh bien, même si la mèche est allumée et qu'elle est très longue, je ne pense pas que l'affaire Epstein puisse être éteinte, enterrée avant le bouquet final, avant l'effondrement. En tout cas, moi, j'y crois. Donc, ça veut dire qu'il faut se préparer, commencer à ouvrir sa conscience, commencer à accepter d'apprendre des choses inacceptables. Alors, sur cette affaire Epstein, Innocence en danger avait fait un signalement en 2019 qui avait fait ouvrir une enquête en France qui a été fermée après la mort en prison de Epstein et surtout son complice français. Aujourd'hui, l'association, on a demandé la réouverture de ce dossier qui a été refusé au début et puis là, ça avance, on ne lâche rien. Et alors, vraiment, c'est important, je veux rendre hommage ici à la présidente fondatrice Oméra Sellier, donc avec qui nous avons cofondé Innocence en danger sous forme d'association loi de 1901 en 2000, parce que vraiment, je suis admirative de son engagement. Moi, j'ai fait plusieurs mandats de trésorière de l'association, je suis administrateur, mais Oméra Sellier, elle porte cette cause à bout de bras, non-stop, sans relâche depuis sa nomination. Il faut savoir qu'une présidente d'association ou un administrateur d'association donne son temps gratuitement. Oméra Sellier, elle le fait depuis 27 ans. Elle a même engagé des fonds personnels parce que c'est très difficile de récolter des fonds sur cette cause-là. Elle n'est pas du tout vendeuse. Eh bien, Oméra Sellier, elle n'a jamais abandonné. Quels que soient les bâtons dans les roues, quels que soient les avertissements, dirons-nous. Donc aujourd'hui, évidemment, on se réjouit de l'avancement de cette cause parce que il semble que enfin, on ne puisse plus enrayer les révélations sur ce dossier et 2026 est vraiment une année de révélation. Je voudrais expliquer un point important parce que ceux qui doutent se demandent comment c'est possible comme ça que de telles choses se passent en toute impunité, de tels crimes, j'entends, en toute impunité et restent aussi bien cachés aussi longtemps. C'est une très bonne question et je vais y répondre avec ce que je connais des manières d'opérer de ce type de réseau organisé pour aussi faire attention à ne pas condamner trop vite, à prendre le temps de trier tout ce qui va être révélé. Alors ce que je vais expliquer, c'est surtout expliqué par Regina Louf dans son livre témoignage qu'on ne trouve plus aujourd'hui. C'est quand quelques survivantes ont témoigné sous X dans l'affaire du trou.
Dutroux, c'était un rabatteur qui alimentait un réseau de notables en petites filles qu'il séquestrait pour eux. Et donc c'était en Belgique. Le mécanisme, c'était les gens influents qu'on veut tenir sont invités à un dîner mondain dans une belle maison. La soirée est bien arrosée et puis, à une heure tardive, des jeunes filles arrivent et elles ont une mission très précise, c'est de compromettre certaines personnes. Chaque jeune fille est assignée à un monsieur important, un monsieur qu'on veut tenir. Alors, elles commencent par s'asseoir sur leurs genoux, les faire boire, objectif les faire monter dans une chambre, avoir une relation sexuelle qui sera filmée ou photographiée. Une fois que c'est dans la boîte, évidemment, c'est facile, plus aucun dossier ne peut sortir. On rappelle gentiment le souvenir de la petite soirée aux notables, aux policiers, aux magistrats, etc. Et les dossiers sont enterrés. Et les filles qui ne réussissent pas leur mission le paient très cher. Autant dire qu'elles sont motivées à sauver leur peau. Je ne vois pas pourquoi cette pratique serait exclusivement belge. En tout cas, ça a bien marché. Le réseau franco-belge, d'ailleurs, a été bien protégé. Dutroux a été considéré et jugé et condamné comme un prédateur isolé. Alors manifestement, Jeffrey Epstein avait compromis beaucoup de personnes pendant très longtemps. Et là, ça commence à être la dégringolade des révélations dont je me réjouis vraiment. En France, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Ça prend un peu plus de temps, mais on ne lâche rien. Et je précise que personne n'est suicidaire chez Innocence en danger. Alors si j'explique cette méthode, c'est pour dire attention, il est probable que beaucoup de gens aient été approchés par Jeffrey Epstein pour tenter de les compromettre, pour les tenir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont participé. Donc il va y avoir beaucoup de révélations, restons prudents, pas de jugement hâtif. On a vite fait, trop vite fait de détruire une réputation comme ça, la réputation de quelqu'un qu'on a juste tenté de piéger. Et manifestement, ce dossier est énorme dans le nombre de gens impliqués, d'autant qu'on arrive dans une ère où, avec l'intelligence artificielle, on ne peut plus faire la différence entre de vraies images ou voix ou pas, donc c'est très confusant. Et ces révélations font que c'est la confiance même qui est remise en question, la confiance dans les personnes, la confiance dans les institutions. Et quand on s'aperçoit qu'elles sont compromises dans de tels dossiers, on ne peut plus avoir confiance. Ce sujet peut paraître totalement décalé ou inhabituel sur ma chaîne, mais finalement il est très cohérent parce qu'il relie ce que j'annonçais dans mes dernières vidéos des énergies astrologiques de 2026, les différents mouvements des planètes lentes, le passage de Saturne et Neptune en bélier, signe de feu, signe d'action, c'est une accélération, et puis une accélération notamment de ces révélations, mais pas seulement. Et puis l'éclipse, là, le 17 février, sur la nouvelle lune en Verseau, eh bien, elle va imprimer son effet, donc cette énergie du Verseau, dans la durée. Et donc, oui, tout ça est lié. La raison pour laquelle je m'exprime, c'est parce que je vois la sidération autour de moi. Je vois les sentiments, les émotions que ça nourrit pour les personnes qui sont prêtes à entendre, qui entendent, et qui passent par là aujourd'hui, et par là où moi je suis passée il y a 27 ans. Quand on prend conscience de quelque chose, on peut commencer à le travailler, mais seulement quand on en a pris conscience. Et c'est quand suffisamment de personnes auront pris conscience de ce qui se passe qu'on pourra y mettre fin. Un grand plus jamais ça, avec la conscience d'être vigilant sur le sujet. Et prendre conscience ne suffit pas. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ces révélations? Comment je le vis? Quelle énergie je dégage? Comment je me transforme? Comment ça me transforme? Comment ça va façonner notre monde? Une fois qu'on sait quelque chose, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Mais selon l'émotion qu'on associe avec, on ne crée pas le même futur parce qu'on ne nourrit pas la même chose. Donc, j'explique ça. Sur un plan énergétique, il faut savoir que les systèmes criminels sombres, maléfiques, ne se nourrissent pas uniquement de leurs actes immondes,
Ils se nourrissent aussi de ce qu'ils provoquent chez les autres, chez leurs victimes, mais pas seulement. Un peu comme un pervers narcissique se nourrit de son impact sur la personne qu'il maltraite. Dans notre dossier, l'émotion, les sentiments, c'est la peur, la souffrance, la sidération, la colère, la haine, le dégoût, l'écœurement, l'impuissance, la frustration, voilà. Quand ces émotions sont émises, entretenues, recyclées, répétées en boucle, elles s'amplifient et elles rejoignent un champ collectif, un champ énergétique, un champ émotionnel. On appelle ça un égrégore. L'égrégore, c'est une masse d'énergie qui est faite de pensées et d'émotions, et c'est une masse qui est totalement indépendante. Tu peux l'imaginer comme un nuage d'énergie. Et ce n'est pas parce que la vérité est dite que l'égrégore se crée ou se renforce, c'est parce que l'attention humaine est captée de cette même vibration dont ils se nourrissent. Ils, c'est donc les systèmes criminels sombres et maléfiques. Cette vibration, cette fréquence, elle est générée par le sentiment vécu, éprouvé, peur, souffrance, colère, etc. Ce sont des fréquences qui sont basses et sombres. La peur, c'est la fréquence la plus basse et c'est l'opposé de l'amour qui est la fréquence la plus haute. Alors si fermer les yeux nourrit l'ombre par un laisser-faire depuis trop longtemps, ouvrir les yeux et plonger dedans émotionnellement, se laisser emporter par ces basses fréquences donne encore plus de puissance à l'égrégore. Et donc c'est là qu'il faut faire attention. Alors ça concerne ceux qui sont prêts à prendre conscience de ça maintenant, c'est pas tout le monde et c'est ok. Prendre conscience que, ok, le monde est ainsi, ce qui est fait, on ne peut pas le changer. Nier ne sert à rien et se morfondre ne sert à rien non plus. Donc, que faire de ces révélations? Eh bien, c'est comment tu te positionnes, quelles sont tes valeurs, comment tu les manifestes, comment tu les nourris, comment tu veux agir. Et ça peut être simplement par un don pour soutenir ceux qui agissent, En prenant conscience et en faisant prendre conscience autour de toi, tu mets de la lumière et tu affaiblis l'ombre. Donc, accueille les révélations en souverain, en personne responsable, lucide, clairvoyante. Le plus grand danger face à ce dossier, c'est de rester bloqué dans la colère, dans la révolte, parce que ça va te nuire en premier lieu. La colère, elle ronge et ça va alimenter l'égrégore maléfique. La colère, elle est légitime comme réaction, elle est saine, mais il ne faut pas y rester. Il ne faut pas rester dedans, il ne faut pas l'alimenter, parce que la colère brute, non transmutée, non gérée, eh bien, elle devient cette énergie récupérable par l'égrégore. L'impuissance perpétuelle devient un carburant. Donc la véritable résistance, elle est intérieure, c'est être souverain, c'est refuser d'être façonné, d'être marqué, d'être imprimé soi-même par les basses fréquences extérieures, et en l'occurrence, ce qu'on apprend de ces révélations, et des révélations, on va en avoir beaucoup, et énormément. Donc la question n'est pas quelle est la prochaine révélation qui va sortir, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce qu'on va céder à la sidération permanente, comme en 2020, 2021 même, on est resté un certain temps dans cette sidération, ou est-ce qu'on va choisir d'incarner une maturité humaine, nouvelle et souveraine? Donc garder son discernement, ne pas se laisser emporter ni imprimer, et si on veut un monde où l'exploitation de l'humain par l'humain n'est plus pensable, ce monde ne peut pas naître de la haine, de la colère, de la révolte, mais d'une responsabilité lucide, incarnée, alignée de chaque humain souverain. Donc, 1. Ne ferme pas les yeux. Et 2. Ne te laisse pas consumer. Choisis la lucidité et l'ancrage dans tes valeurs. Choisis ce que tu nourris. Tu nourris ce sur quoi tu portes ton attention en fonction de l'émotion que tu ressens. Alors, je te propose de ressentir plutôt de la compassion pour les personnes qui ont souffert de ces crimes, dans le silence, parfois dans l'indifférence.
focalise-toi là-dessus. Comme il vaut mieux toujours viser ou souhaiter la paix que la guerre, penser à la paix plutôt que la fin de la guerre. Et puis par exemple, en petite route de montagne, on regarde la route, on ne regarde pas le précipice. Donc, regarde quelle action tu peux faire dans la bonne direction. Et pour action, tu peux aider l'association Innocence en danger qui agit concrètement à la protection et à la réparation. Fais un don, je vais mettre des liens en description. Évidemment, pour l'association, il faut des moyens financiers pour lutter. Et on n'a pas des millions de pièces jaunes, nous. On n'a pas de subventions, on en a eu parfois des toutes petites subventions, mais franchement, c'est pas significatif pour le fonctionnement de l'association. Et si tu ne peux pas te permettre une participation financière parce que les temps sont difficiles pour tellement de personnes, relaie ce message, mets un pouce, mets un commentaire de soutien, dis ce que tu en penses, affirme ton soutien. Soutenir concrètement la protection et la réparation, c'est un acte citoyen qui ne passe pas forcément par l'argent. Alors, fais comme tu peux, mais la transformation, elle passe par l'action. Je vais terminer par des mots d'Homéra. Nous ne sommes pas responsables des abjections commises par d'autres, mais ces autres sont parmi nous, c'est monsieur et madame tout le monde. Notre rôle ne peut pas se borner à être des gens bien, qui déplorent, qui compatissent, des gens qui attendent en coulisses l'issue d'un combat qui ne les concerne jamais. Et ce que ces affaires nous apprennent chaque jour, c'est que de ces crimes terribles, n'importe quel enfant peut en être victime, n'importe où, n'importe quand.